La ferme de grand-père Eustache. Ce que je vais vous raconter m'est arrivé à moi. Je ne l'ai ni entendu dire par qui que ce soit, ni lu nulle part. Cela fait des années que je n'en parle à presque personne parce que chaque fois que je le raconte, je sens que quelque chose bouge derrière moi, comme si en le disant à voix haute, je rouvrais une porte que j'ai mis beaucoup de temps à fermer. Mais je suis fatigué de le porter seul. J'ai besoin de le faire sortir de moi, même si c'est en l'écrivant. Je suis né en Ohio, dans un petit village appelé Bellefontaine, de ceux qui n'apparaissent pas sur les grandes cartes et que seuls connaissent ceux qui vivent à moins d'1 heure de distance. Mes parents ont déménagé à Columbus quand j'avais 9 ans, cherchant un meilleur travail, mais chaque été, ils m'envoyaient passer les vacances chez mes grands-parents qui étaient restés dans la vieille ferme familiale à la périphérie de Bellefontaine, presque collée à la forêt. Mon grand-père s'appelait Eustache, bien que tout le monde au village l'appelait simplement Stan, parce que les Américains avaient du mal à prononcer son nom complet. C'était le fils d'immigrants, un homme silencieux, aux mains grandes et calleuses, qui avait travaillé cette terre depuis qu'il avait des souvenirs. Ma grand-mère s'appelait Refugio, mais tout le monde l'appelait Cuca. C'était une petite femme aux cheveux blancs, toujours ramassée en chignon, avec une voix douce qui contrastait avec la dureté de ses yeux quand quelque chose la dérangeait. Tous deux avaient vieilli ensemble dans cette ferme, entourés de champs de maïs qui en août vous arrivaient au-dessus de la tête, d'une grange rouge écaillée par le temps et d'une forêt qui commençait juste là où se terminait le dernier sillon de semis. J'adorais ces étés. J'adorais l'odeur de la terre mouillée après la pluie, le son des grillons au crépuscule, la façon dont ma grand-mère pétrissait la pâte pour les tortillas. Tout en fredonnant de vieilles chansons que personne d'autre ne se souvenait. J'adorais mon grand-père m'apprenant à traire les vaches, à réparer les clôtures, à reconnaître les traces d'animaux dans la boue. C'était un monde différent de celui de la ville, un monde qui sentait la fumée de bois et l'herbe fraîchement coupée, mais il y avait aussi quelque chose dans cette ferme qui, même enfant, avant que ce que je vais vous raconter n'arrive, me mettait mal à l'aise. C'était la forêt, cette forêt qui commençait juste derrière la grange et qui s'étendait, disait-on, sur des kilomètres et des kilomètres, sans que personne du village ne l'ait jamais traversée entièrement. Mon grand-père ne me laissait jamais aller au-delà des premiers arbres. « Cette forêt n'est pas la nôtre, mon fils », me disait-il avec un sérieux qui n'était pas normal chez lui. Cette terre appartient à autre chose. Moi, comme tout enfant curieux, je ne comprenais pas bien ce qu'il voulait dire par là. Et j'ai supposé pendant des années que c'était juste une façon pour les grands-parents de tenir les petits-enfants éloignés du danger de se perdre, jusqu'à l'été de mes 14 ans, l'été où tout a changé pour toujours. Cette année-là, je suis arrivé à la ferme fin juin. Comme toujours, ma grand-mère m'a accueilli avec une étreinte qui sentait la cannelle et le savon de la bande, et mon grand-père m'a salué avec cette forte poignée de main qui me faisait toujours me sentir, l'espace d'une seconde, comme un homme adulte. Tout semblait comme toujours. Le coq chantant trop tôt, les poules courant dans la cour, le vieux chien, Musica capitaine, aboyant, la queue remuant de bonheur. Mais quelques jours plus tard, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. La première concernait mon grand-père. Une nuit, pendant que nous dînions, nous avons entendu un bruit dehors, quelque chose comme un lent martèlement contre le bois de la grange. Mon grand-père a arrêté de manger d'un coup. Je l'ai vu rester complètement immobile, la fourchette à mi-chemin entre l'assiette et la bouche, et les yeux fixés sur la fenêtre, comme s'il comptait les coups. 1, 2, 3. Puis il s'est levé sans rien dire et est sorti dans la cour avec le fusil qu'il avait toujours accroché près de la porte. Il est revenu 15 minutes plus tard, pâle, le front en sueur, et a dit que c'était un raton laveur. Mais je ne l'ai pas cru entièrement parce que je n'avais jamais vu mon grand-père sortir armé pour un raton laveur. La deuxième chose étrange concernait ma grand-mère. J'ai commencé à remarquer que chaque nuit, avant de dormir, elle passait par ma chambre et laissait quelque chose sous mon lit. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination, mais une nuit, j'ai fait semblant de dormir et je l'ai espionnée sous les draps. Je l'ai vue entrer doucement avec un petit sac en tissu à la main, murmurant quelque chose à voix très basse, presque une prière, et le déposer juste sous l'endroit où se trouvait ma tête. Quand elle est partie, j'ai attendu un moment puis j'ai jeté un coup d'œil. C'était un petit sachet cousu à la main, rempli de ce qui semblait être des herbes séchées, de l'ail et un morceau de fer rouillé comme un vieux clou. Je n'ai rien dit le lendemain. Quelque chose en moi savait que si je posais des questions,
Ma grand-mère aurait peur que j'aie découvert son secret et je ne voulais pas qu'elle cesse de me protéger avec ce qu'elle faisait. La troisième chose, celle qui a vraiment commencé à m'inquiéter sérieusement, fut l'attitude des animaux. Capitaine, le chien qui dormait normalement sur le porche, commença à rester collé à la porte de la cuisine la nuit, grognant doucement vers l'obscurité de la cour, le poil du dos hérissé. Les vaches qui étaient calmes le jour. Le soir, elles se rassemblaient toutes dans le coin du corral le plus éloigné de la forêt, comme si quelque chose les y poussait. Et les poules, un matin, nous les avons trouvées toutes entassées dans un coin du poulailler, tremblantes, sans avoir touché à la nourriture. J'ai demandé à mon grand-père ce qui se passait. Il m'a regardé longuement comme s'il décidait de me le dire ou non. Et finalement, il a seulement dit « La forêt est éveillée cet été, mon petit. Cela arrive tous les temps d'année. Ce n'est rien qui doive t'inquiéter si tu suis ce que je te dis. Ne sors pas la nuit et si tu entends quelqu'un t'appeler depuis la forêt, ne réponds pas. Ne réponds jamais. » Cette phrase m'est restée gravée comme un clou dans la tête. Si tu entends quelqu'un t'appeler depuis la forêt, ne réponds pas. Qui pourrait m'appeler depuis la forêt? J'ai pensé qu'il faisait peut-être référence à un voisin, à un ivrogne du village qui se perdait parmi les arbres. Mais la façon dont il l'a dit, la manière dont ses yeux se sont assombris, m'a fait comprendre qu'il ne parlait d'aucun voisin. Cette même nuit, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, écoutant les sons habituels. Le vent dans les feuilles de maïs, le craquement du vieux bois de la maison qui s'installait, les grillons. Mais vers minuit, j'ai entendu quelque chose de différent, une voix lointaine, douce, presque comme un murmure qui venait de la lisière des arbres. Elle prononçait mon nom. Je suis resté paralysé dans mon lit. La voix était étrangement familière, bien que je n'arrivais pas à la reconnaître complètement. Elle ressemblait à celle d'un enfant, similaire à celle d'un ami d'enfance qui avait déménagé des années auparavant. Un garçon appelé Daniel avec qui je jouais dans ce même village avant que ma famille ne parte pour Columbus. « Viens jouer », disait la voix doucement, presque en chantant. « Viens jouer, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. » J'ai senti un froid me monter des pieds à la nuque. Je me suis souvenu des mots de mon grand-père. « Ne réponds pas ». Je me suis couvert la tête avec le drap et je suis resté musica immobile, presque sans respirer, pendant ce qui m'a semblé une éternité, jusqu'à ce que la voix cesse d'appeler et que le silence revienne dans la nuit. Le lendemain matin, je n'ai rien dit à personne. J'avais peur qu'ils pensent que j'étais fou ou pire, peur de confirmer que ce que j'avais entendu était réel. 2 nuits tranquilles se sont écoulées. J'en suis venu à penser que c'était peut-être un cauchemar, la fatigue du voyage, trop d'imagination d'un adolescent qui avait entendu son grand-père parler de choses étranges dans la forêt. Mais la 3e nuit, la voix est revenue et cette fois, elle ne ressemblait plus à Daniel, elle ressemblait à ma mère. « Mon fils, viens, j'ai besoin de toi. Il m'est arrivé quelque chose. » La voix de ma mère, claire comme si elle était de l'autre côté de la porte de ma chambre, m'appelant depuis un point quelconque parmi les arbres. La terreur que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de celle de la première nuit. Cette fois, ce n'était pas une peur abstraite de l'inconnu, mais une peur concrète, viscérale. La peur de penser que quelque chose était arrivé à ma mère et que je restais là, paralysé, sans rien faire. Je me suis levé du lit. Je me souviens que ma main était déjà sur la poignée de la porte quand quelque chose m'a arrêté. Ce n'était ni du courage ni de la logique. C'était simplement qu'à cet instant, la voix de ma mère a mal prononcé un mot que ma vraie mère ne dirait jamais ainsi, une expression qu'elle n'utilisait jamais. Ce n'était qu'un détail minime, mais cela a suffi pour que quelque chose en moi crie que ce n'était pas elle. J'ai lâché la poignée, je suis retourné au lit en tremblant et cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir non plus. La voix a continué d'appeler, avec de plus en plus d'insistance, changeant de ton, de la supplication à la colère à un sanglot déchirant qui a failli me faire me lever à nouveau. Mais j'ai tenu bon jusqu'à ce que, peu avant l'aube, la voix se coupe brusquement, comme si quelque chose l'avait éteinte, et un silence absolu, antinaturel, tomba sur la ferme. Ni grillon, ni vent, ni le chant matinal d'aucun oiseau, rien. Le lendemain matin, je n'en pouvais plus. Je suis descendu à la cuisine, les yeux gonflés de n'avoir pas dormi, et j'ai trouvé ma grand-mère assise à table,
les mains autour d'une tasse de café qu'elle ne buvait pas, regardant par la fenêtre. Quand elle m'a vu, elle n'a rien dit au début, elle m'a juste regardé comme pour évaluer ce que j'avais vu, ce que je savais. « Tu as entendu la voix ?» dit-elle finalement. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête sans pouvoir parler. Ma grand-mère a soupiré, s'est levée et pour la première fois de ma vie, je l'ai vue pleurer. Ce n'était pas un sanglot fort, mais ces larmes silencieuses de quelqu'un qui a porté une douleur pendant trop d'années. Elle m'a fait asseoir, entre les larmes, tandis que mon grand-père entrait et restait debout dans l'encadrement de la porte du fond, sans s'approcher, sans rien dire, écoutant. Ma grand-mère a commencé à me raconter l'histoire qui changerait à jamais la façon dont je comprendrais cette ferme, cette forêt et ma propre famille. Elle m'a raconté que la ferme avait appartenu à la famille de mon grand-père depuis avant même sa naissance, achetée par mon arrière-grand-père à un homme du village qui avait déménagé soudainement, sans expliquer pourquoi, vendant la terre à un prix ridiculement bas. Mon arrière-grand-père, jeune et ambitieux, n'a pas trop posé de questions, il a juste vu une bonne opportunité et l'a saisie. Les premières années furent tranquilles, mais avec le temps, la famille commença à remarquer des choses étranges concernant la forêt qui bordait la propriété. Des animaux qui disparaissaient sans laisser de traces, des bruits de pas en pleine nuit autour de la maison, des pas qui s'arrêtaient juste à la lisière où se terminaient les cultures et surtout des voix. Des voix qui appelaient les membres de la famille en utilisant celles de personnes aimées, vivantes ou mortes, essayant de les attirer vers l'obscurité des arbres. Ma grand-mère m'a raconté que, selon ce que sa propre belle-mère lui avait expliqué lorsqu'elle avait épousé mon grand-père, bien avant l'arrivée des colons dans cette région, cette terre avait été considérée par les tribus natives de la région comme un lieu maudit, un lieu où quelque chose d'ancien habitait la forêt, quelque chose qui se nourrissait de la voix des morts et des souvenirs des vivants pour attirer ses victimes. Les colons qui arrivèrent plus tard et s'installèrent aux alentours rejetèrent ces avertissements comme de la superstition jusqu'à ce que des personnes commencent à disparaître. Des hommes qui partaient chasser et ne revenaient pas. Des enfants qui se perdaient en poursuivant leurs petits chiens qui les appelaient et n'étaient jamais retrouvés. Bien que parfois, des années plus tard, quelqu'un jurait avoir vu quelque chose qui leur ressemblait parmi les arbres, regardant, sans jamais s'approcher complètement de la lumière. « Ton arrière-grand-père, » me dit ma grand-mère d'une voix brisée. « Il a perdu son frère cadet. » Comme ça. Le garçon a entendu la voix de sa mère, qui était déjà morte, l'appelant depuis la forêt une nuit d'orage, et il est sorti la chercher. On ne l'a plus jamais revue. Depuis lors, chaque génération de cette famille a dû apprendre à vivre avec cette chose comme voisine. Nous avons appris les règles. Ne pas sortir la nuit, ne pas répondre quand elle appelle, mettre les petits sacs de protection sous les lits, surtout ceux des enfants, car ce sont eux qu'elle aime le plus appeler. Et surtout, ne jamais, jamais entrer dans la forêt après le coucher du soleil, peu importe ce que l'on entend, peu importe à qui la voix ressemble. J'ai demandé d'une voix faible, que se passait-il si quelqu'un enfreignait ces règles ? Ma grand-mère ne répondit pas tout de suite. Elle regarda mon grand-père qui était toujours debout dans l'embrasure de la porte, les yeux remplis d'une vieille douleur, de celles qui ne guérissent jamais complètement. Et ce fut lui qui parla finalement. « Il arrive que cette chose les emporte, » dit-il d'une voix rauque. « Et parfois, pas toujours, mais parfois, après un certain temps, elle te rend quelque chose qui ressemble à la personne qu'elle a emportée. Qui marche comme elle, qui parle presque comme elle, mais ce n'est pas elle. » J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai demandé si cela était arrivé à quelqu'un que je connaissais. Mon grand-père ferma les yeux un instant et quand il les rouvrit, il me regarda directement avec une expression que je n'avais jamais vue chez lui, un mélange de honte et de tristesse si profonde qu'il me fut difficile de soutenir son regard. « Ton oncle Renaud, » dit-il. Je savais l'existence d'un oncle Renaud, le frère aîné de mon père, mais on en parlait à peine dans la famille. Je savais qu'il était mort jeune dans un accident, comme on me l'avait toujours dit, bien avant ma naissance. Personne n'était jamais entré dans les détails et moi, étant enfant, je n'avais jamais insisté. Mon grand-père m'expliqua d'une voix de plus en plus basse, presque comme s'il craignait que quelque chose dehors ne l'entende, que lorsque Renaud avait 16 ans, une nuit d'été très semblable à celle-ci, il avait entendu la voix d'un de ses amis, mort des mois auparavant dans un accident de tracteur, l'appelant depuis la forêt, lui demandant de l'aide, disant qu'il était blessé et ne pouvait pas bouger. Renaud,
qui adorait cet ami et qui portait une culpabilité secrète parce qu'il sentait qu'il aurait pu éviter l'accident, n'hésita pas. Il courut vers la forêt malgré les avertissements qu'il avait entendus toute sa vie, convaincu que cette fois ce serait différent, que cette fois la voie était réelle. Mon grand-père et mon arrière-grand-père partirent à sa suite cette même nuit avec des lanternes et des fusils, criant son nom parmi les arbres pendant des heures jusqu'à l'aube. Ils ne trouvèrent rien, ni traces, ni vêtements, ni une seule empreinte au-delà d'un certain point de la forêt où la terre, selon mon grand-père avec un frisson visible, se sentait différente sous les pieds, comme si ce n'était pas de la vraie terre. 3 jours plus tard, Renaud revint. Il apparut marchant à travers les champs au crépuscule comme si rien ne s'était passé. Mon arrière-grand-mère courut l'embrasser en pleurant de joie, mais mon grand-père, qui n'avait alors que 20 ans, me confessa qu'il avait ressenti quelque chose d'étrange dès la première seconde, quelque chose dans la façon dont Renaud marchait. Trop droit, trop régulier, comme quelqu'un qui n'était pas habitué à avoir des jambes, quelque chose dans ses yeux qui clignait plus lentement que la normale, comme s'il devait se souvenir comment faire. Pendant les premières semaines, tous voulurent croire que Renaud avait simplement subi une expérience traumatisante, qu'il s'était perdu dans la forêt et avait survécu par miracle, et que son comportement étrange n'était qu'une séquelle du choc. Mais peu à peu, les choses empirèrent. Renaud cessa de manger de la nourriture normale et ils commencèrent à remarquer que la viande crue disparaissait du réfrigérateur pendant la nuit. Il commença à parler en dormant dans une langue que personne de la famille ne reconnaissait. Une langue de son gutturaux et de sifflements qui glaçait le sang de quiconque l'entendait. Et le pire de tout, il commença lui-même à appeler d'autres membres de la famille la nuit, debout devant les fenêtres, utilisant des voix qui n'étaient pas les siennes. Une nuit, mon arrière-grand-père, déjà convaincu que ce qui était revenu n'était pas son fils, décida de l'affronter. Il le trouva dans la cour, debout, complètement immobile, regardant vers la forêt. Et quand il lui parla, Renaud se tourna lentement et sourit d'un sourire qui occupait trop d'espace sur son visage. Un sourire qui ne se terminait pas là où la bouche d'un être humain devrait se terminer. Mon grand-père n'a pas voulu me raconter exactement ce qui s'était passé cette nuit-là. Il a seulement dit que son père avait fait ce qu'il devait faire et qu'après cela, il n'avait plus jamais parlé du sujet dans la famille, ni du vrai Renaud, ni de la chose qui était revenue avec son visage. La seule chose qu'il a ajoutée, c'est que depuis lors, chaque nouvelle génération de la famille recevait la même instruction sacrée à l'âge de 14 ans, l'âge, selon les anciens, la forêt commençait à s'intéresser aux enfants de la famille. Jamais, en aucune circonstance, ne répondez à une voix qui appelle depuis l'obscurité des arbres, peu importe à qui elle ressemble. Peu importe à quel point il est douloureux de l'ignorer. J'avais exactement 14 ans cette nuit-là. Après avoir écouté toute cette histoire, j'ai senti que le monde que je connaissais s'écroulait sous mes pieds. J'ai voulu croire que c'était une blague macabre, une manière élaborée de mes grands-parents pour me faire peur et me faire bien me comporter. Mais le regard de mon grand-père, les pleurs silencieux de ma grand-mère, et surtout les 2 nuits que j'avais moi-même vécues à écouter ces voix rendaient impossible de ne pas les croire. Je lui ai demandé, avec le peu de courage qu'il me restait, s'il y avait un moyen d'arrêter cela pour toujours. De mettre fin à cette menace une bonne fois pour toutes, mon grand-père a secoué lentement la tête. Nous avons tout essayé, mon fils. Des guérisons, des prières, des gens venus du village d'à côté disant qu'ils savaient comment nettoyer la terre. Rien ne fonctionne complètement. La seule chose que nous avons apprise, génération après génération, c'est à vivre avec Musica, cela sans lui donner ce qu'il veut. Tant que personne ne répond, tant que personne ne traverse cette ligne d'arbres après le coucher du soleil, nous pouvons continuer à vivre ici en paix, plus ou moins. Le problème, c'est que cette chose est patiente, elle a toute l'éternité pour attendre que quelqu'un commette une erreur. Cette nuit-là, la 4e de cet été maudit, nous avons décidé de rester tous ensemble dans le salon. Sans dormir, avec les lumières tamisées et le fusil de mon grand-père appuyé contre le mur à portée de sa main. J'étais assis entre mes grands-parents comme si j'avais de nouveau 5 ans, sentant la chaleur de leur corps comme la seule chose réelle et sûre dans un monde qui, soudain, semblait rempli d'obscurité de toutes parts. Passé minuit, la voix a de nouveau appelé. Cette fois, elle n'a pas fait semblant d'être ma mère ni mon ami Daniel. Cette fois, à mon horreur absolue, elle a fait semblant d'être ma grand-mère qui était assise juste à côté de moi. « Mon fils »
disait la voix de l'extérieur avec une intonation parfaite, identique à celle de ma grand-mère, tandis que la vraie grand-mère restait assise à côté de moi, tendue comme une corde de guitare. « Viens, aide-moi. Je suis tombé dans la grange. Je ne peux pas me lever. J'ai très mal. » J'ai senti ma tête tourner. La voix était si exacte, si parfaite dans chaque nuance, dans chaque petite inflexion que seule ma grand-mère avait, que pendant une seconde, juste une seconde, mon corps s'est avancé par pur instinct. Mais la main de ma grand-mère, la vraie, s'est refermée avec force sur mon bras, me plantant les ongles presque jusqu'à me faire saigner, et sa voix, tremblante mais ferme, m'a dit à l'oreille : « Ce n'est pas ma voix, mon fils. Je suis ici. Regarde-moi, je suis ici avec toi. » Je me suis accroché à cette phrase comme à une ancre. Je l'ai regardé dans les yeux, ces yeux fatigués mais pleins d'amour qui m'avaient vu grandir chaque été de ma vie. Et j'ai compris avec une clarté qui coupait comme un couteau que cette chose dehors, cette imitation parfaite de la voix de ma grand-mère, était l'ennemi le plus dangereux que j'ai jamais affronté, précisément parce qu'elle savait exactement comment sonner comme les personnes que j'aimais le plus. La voix a continué d'appeler pendant ce qui a semblé des heures, changeant de ton, suppliant, puis feignant la douleur, puis feignant la colère, m'accusant de ne pas l'aimer, de la laisser mourir seule dans la grange pendant que j'étais en sécurité dans la maison. Chaque mot était conçu pour blesser, pour faire douter, pour trouver la faille exacte dans mon cœur de 14 ans et y planter sa griffe froide. Mais ma grand-mère ne m'a pas lâché le bras un seul instant et mon grand-père, assis de l'autre côté avec le fusil maintenant sur les genoux, priait à voix basse dans un espagnol ancien que je comprenais à peine. Des mots qui semblaient plus vieux que la langue elle-même. Vers 3 heures du matin, nous avons entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Un coup sec contre la porte de la cuisine. Comme si quelque chose, frustré de ne pas obtenir ce qu'il voulait par des supplications, avait décidé d'essayer d'entrer par la force. Capitaine, le chien qui était étendu à nos pieds, se leva d'un bond, grognant avec une fureur que je ne lui avais jamais vue, montrant les dents vers la porte fermée. Mon grand-père se leva lentement, le fusil prêt, et marcha vers la porte sans l'ouvrir. Il colla son oreille contre le bois pendant plusieurs secondes éternelles, puis, à voix haute, il parla de l'autre côté sur un ton qu'il n'avait pas utilisé de toute la nuit. Un ton d'autorité ancienne, comme quelqu'un qui récite un sortilège appris par cœur depuis l'enfance. Cette maison a un nom et un propriétaire depuis avant que tu ne t'éveilles dans cette forêt, dit-il d'une voix ferme comme un roc. Tu n'as pas la permission de franchir cette porte. Tu n'as pas la permission de toucher au mien. Retourne Musica à ta terre et ne reviens pas avant qu'on ne t'appelle, ce qui n'arrivera jamais. Il y eut un silence qui sembla s'étirer à l'infini, puis lentement les coups s'éloignèrent, se perdant vers le fond de la cour, vers la ligne sombre des arbres, jusqu'à ce que finalement, déjà près de l'aube, le silence redevienne un silence normal. Grillon, vent. Le premier chant timide d'un coq lointain. Ce matin-là, épuisés, nous nous sommes embrassés tous les trois dans la cuisine sans rien dire, nous soutenant simplement les uns les autres comme des survivants d'une guerre que personne d'autre au monde ne pourrait comprendre. Ma grand-mère a préparé du café et personne n'a rien commenté sur la nuit précédente pendant le petit déjeuner, comme si trop en parler pouvait le faire revenir. Le reste de cet été s'est déroulé avec une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant dans cette ferme que j'aimais tant. Les voix ont continué d'appeler certaines nuits, bien que moins fréquemment, et j'ai appris de force à reconnaître la différence subtile entre la voix réelle des personnes que j'aimais et l'imitation, toujours un peu trop parfaite, toujours avec une note discordante à un certain point qui ne se remarquait que si l'on était prêt à écouter avec le cœur glacé de peur et l'esprit alerte. Avant de retourner à Columbus, à la fin de l'été, mon grand-père m'a emmené marcher le long de la limite des cultures, juste là où commençaient les arbres, sans jamais franchir cette ligne invisible. Il m'a montré, plantées à différents endroits tout autour de la propriété, de petites croix de fer rouillées à moitié cachées dans l'herbe, certaines si vieilles qu'elles se distinguaient à peine de la rouille de la terre elle-même. « C'est mon père qui l'a mis, et avant lui son père, » me dit-il. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment ou si c'est simplement quelque chose que nous faisons pour sentir que nous avons un certain contrôle sur ce qui ne peut être contrôlé. Mais chaque fois que tu poseras le pied sur cette terre, mon petit, tu devras te souvenir de ceci. Il y a des choses dans ce monde plus vieilles que n'importe quelle ville, plus vieilles que n'importe quel pays,
Des choses qui étaient ici avant que l'un de nous n'arrive et qui seront probablement encore là quand il ne restera plus personne de notre 100% protégé. La seule chose que nous pouvons faire est d'apprendre les règles, de les respecter et de les enseigner à ceux qui viennent après. Je suis retourné à Columbus à la fin de cet été-là, étant à bien des égards une personne différente de celle qui était arrivée en juin. Je n'étais plus simplement un enfant de la ville profitant de vacances à la campagne. Je portais un lourd secret, une connaissance que je ne pouvais partager avec personne de ma vie normale sans paraître complètement fou. Et une nouvelle compréhension froide et profonde, que le monde avait des recoins sombres que les gens de la ville ne soupçonneraient même jamais. J'ai continué à aller à la ferme chaque été pendant plusieurs années encore. Et bien que les voix n'aient jamais retrouvé l'intensité de cet été de mes 14 ans, elles n'ont jamais cessé de se faire entendre complètement. J'ai appris à vivre avec elles comme mes grands-parents l'avaient appris, sans jamais répondre, sans jamais traverser cette ligne d'arbres après le coucher du soleil, portant toujours cousu à l'intérieur de mon sac à dos, un petit sachet en tissu avec des herbes séchées, de l'ail et un morceau de fer rouillé. Cadeau silencieux de ma grand-mère chaque fois que je lui disais au revoir à la fin de chaque été. Ma grand-mère Eustachio est morte il y a plusieurs années de vieillesse, dans son propre lit, entourée de sa famille. Une mort tranquille que j'ai ressentie d'une certaine manière comme une petite victoire contre tout ce que nous avions affronté ensemble dans cette ferme. Ma grand-mère Refugio est toujours vivante, bien que très âgée, et elle vit toujours dans cette maison, refusant catégoriquement de déménager en ville avec l'un de ses enfants, car elle dit, avec une détermination que personne n'ose contredire, que cette terre a besoin que quelqu'un de la famille reste pour en prendre soin, pour maintenir les règles, pour que les croix de fer restent à leur place. La dernière fois que je lui ai rendu visite, il y a à peine un an, j'ai dormi dans la même chambre où j'avais entendu ses voix pour la première fois étant enfant. Cette nuit-là, déjà au petit matin, j'ai entendu de nouveau après si longtemps, un murmure lointain venant de la lisière des arbres. C'était la voix de mon grand-père, mort il y a des années, m'appelant avec tendresse, me disant de venir, qu'il avait quelque chose d'important à me montrer, quelque chose qu'il avait oublié de me raconter avant de mourir. Je n'ai pas bougé du lit, je n'ai pas répondu. J'ai serré entre mes mains le petit sachet en tissu que ma grand-mère m'avait de nouveau offert cet après-midi-là. Comme toujours, sans en dire un mot. Et j'ai attendu les yeux fermés et le cœur battant fort, jusqu'à ce que la voix finalement, après un moment qui a semblé éternel, se rende et que le silence normal de la nuit se réinstalle sur la campagne. Le lendemain matin, en prenant le café avec ma grand-mère dans cette même cuisine habituelle, je ne lui ai pas demandé si elle aussi avait entendu quelque chose cette nuit-là. Je n'avais pas besoin de le demander. Je l'ai vu dans ses yeux, dans la façon dont ses mains tremblaient légèrement en servant le café, dans la manière dont elle évitait, comme toujours, de regarder directement par la fenêtre qui donne sur la forêt. Un jour, je le sais, cette ferme sera mienne. J'hériterai de la terre, de la maison, de la grange rouge écaillée. Et avec tout cela, j'hériterai aussi de la responsabilité de maintenir les règles, de planter de nouvelles croix de fer quand les anciennes finiront de se désintégrer avec le temps, de coudre des petits sacs de protection pour mes propres enfants et petits-enfants quand viendra le moment de leur enseigner, avec la même douleur dans la voix que j'ai vue chez mon grand-père cette nuit-là, qu'il y a des choses dans la forêt plus vieilles que n'importe quelle ville, plus vieilles que n'importe quelle nation, et que la seule vraie défense contre elles, génération après génération, est de ne jamais, jamais, en aucune circonstance, répondre quand quelque chose vous appelle depuis l'obscurité en utilisant la voix de quelqu'un que vous aimez. Parce que parfois, les choses que nous aimons le plus sont exactement celles que la forêt choisit d'utiliser pour nous détruire. Et la seule façon de survivre est d'apprendre à se méfier même de ce que le cœur reconnaît comme sien, même de la voix la plus douce et la plus familière que l'on puisse imaginer. Si cette voix arrive en flottant depuis l'obscurité d'arbres qui, selon les plus anciens du village, sont là à attendre depuis bien plus longtemps que ce qu'aucun être humain ne peut comprendre. Aujourd'hui, adulte, je ne peux toujours pas dormir tranquille dans une maison qui a une forêt à proximité. Je me réveille encore certaines nuits le cœur battant, croyant entendre au loin une voix connue m'appelant par mon nom depuis l'obscurité. Et bien que la raison me dise que ce n'était probablement qu'un rêve, une partie de moi, cette partie qui a appris trop tôt que le monde recèle de terribles secrets sous sa surface tranquille, ne fait plus jamais entièrement confiance au silence de la nuit. Ceci est mon histoire racontée telle que je l'ai vécue. Je n'attends pas que vous me croyiez entièrement.
Moi-même, certains matins, je me réveille en souhaitant pouvoir me convaincre que tout n'était que le fruit de mon imagination adolescente, de trop d'histoires de fantômes racontées autour d'un feu de camp. Mais alors je me souviens du petit sachet en tissu que je garde encore dans un tiroir de ma table de chevet. Le même que ma grand-mère a cousu de ses propres mains. Et je me souviens que certaines choses, simplement un musica, ont laissé vraies dans le corps avant de les savoir dans l'esprit, peu importe à quel point la raison s'obstine à les nier. Si jamais vous visitez la campagne, si jamais vous séjournez dans une vieille ferme près d'une forêt profonde et que vous entendez la nuit une voix familière vous appelant depuis l'obscurité, suppliant de l'aide, vous demandant de vous approcher, souvenez-vous de ce que je vous raconte. Souvenez-vous des mots que mon grand-père m'a enseignés cette nuit-là, il y a tant d'années. Ne répondez pas. Ne répondez jamais. Peu importe à quel point il est douloureux d'ignorer cette voix, peu importe à qui elle ressemble, car de l'autre côté de cet appel, dans l'obscurité entre les arbres, peut attendre quelque chose qui a appris pendant des siècles. Exactement comment sonner comme l'amour dont nous avons le plus besoin juste pour nous attirer vers un endroit d'où nous ne pourrons jamais revenir en étant vraiment nous-mêmes. Nous continuons. Je m'appelle Aurélien Ramy Martin et j'ai 78 ans. J'ai passé toute ma vie à la campagne, dans la région de Zacatecas, Mexique, dans l'état de l'Altiplano, où l'air est pur et les nuits sont infiniment profondes. Je n'ai jamais été un homme à raconter des histoires sur des sujets surnaturels. Je n'ai jamais été de ceux qui fréquentent les cantinas en parlant de fantômes et d'apparitions. Je suis un homme pratique, habitué à travailler la terre de mes propres mains, à comprendre le monde à travers ce que je peux voir, toucher et mesurer. Cependant, j'ai décidé d'écrire cette histoire maintenant, avant que la vieillesse ne me vole complètement la clarté, car j'ai besoin de laisser une trace de ce qui s'est passé. J'ai besoin que quelqu'un sache la vérité, que quelqu'un comprenne qu'il existe des choses dans ce monde qui dépassent notre compréhension ordinaire. Mon père, Étienne Ramy, était un éleveur respecté dans toute la région. Nous avons hérité de terres qui étaient restées dans la famille pendant plus de 100 ans depuis l'époque de la réforme libérale. Ces terres étaient situées près du village de l'Arche, à 40 km du chef-lieu municipal de Sombrerette, dans un endroit où les montagnes s'élèvent comme des gardiens silencieux et le ciel semble beaucoup plus proche qu'ailleurs. La vie à la campagne était dure, brutalement dure. On se réveillait quand il faisait encore nuit. On travaillait toute la journée sous le soleil implacable de l'altiplano et on s'endormait à la tombée de la nuit. Il n'y avait pas de luxe, pas de temps pour l'oisiveté, mais il y avait aussi une certaine pureté dans cette vie, une connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mon père nous enseignait toujours, à mes frères et à moi, à respecter la terre, à écouter ce qu'elle nous disait. La terre a une mémoire, disait-il, elle a la mémoire de tout ce qui s'y est passé, de tout ce qui y est mort, de tout ce qui y a été sacrifié. Un homme sage apprend à écouter cette mémoire au lieu d'essayer de l'ignorer. J'avais 35 ans lorsque les événements dont je vais parler se sont produits. Je n'étais plus un jeune homme impulsif, mais un homme avec des responsabilités, une épouse aimée, Marie, et un petit garçon, Didier, qui venait d'avoir 1 an. L'hacienda prospérait sous mon administration. Mon père, qui approchait des 65 ans, commençait à me céder les décisions principales. C'était en 1983. Il y a plus de 40 ans maintenant. Octobre arrivait avec sa promesse d'abondance. Les pluies de l'été avaient été généreuses cette année-là et les cultures montraient une verdure qui faisait sauter de joie le cœur de tout paysan. Les préparatifs pour la récolte s'intensifiaient. Je passais de longues heures dans les champs à superviser les travaux, réparant les dommages que le temps avait causés aux clôtures et aux structures. C'était une époque d'espoir, une époque où l'avenir semblait brillant et plein de promesses. En particulier, je me souviens du jeudi 30 octobre de cette année-là avec une clarté qui ne s'est jamais estompée. La matinée avait été normale. Mon père et moi avions travaillé à réparer une section importante du corral, où les chevaux étaient gardés la nuit. Le travail était lourd. Il fallait remplacer plusieurs poteaux qui avaient pourri et renforcer la clôture avec du nouveau fil de fer. J'ai beaucoup transpiré ce jour-là. Le genre de sueur chaude et réconfortante qui vient du travail physique honnête vers la fin de l'après-midi, vers 16h30. Mon père et moi nous sommes assis pour nous reposer à l'ombre d'un mesquite tordu. Le ciel, qui avait été d'un bleu éclatant toute la matinée, commençait à changer.
Des nuages ont commencé à s'accumuler vers le nord, ces nuages gris et lourds qui précèdent un orage. Le vent a changé de direction, soufflant des montagnes du nord, apportant avec lui cette odeur particulière que l'air a juste avant qu'il ne pleuve sur l'altiplano. C'est une odeur de terre sèche, de minéraux, d'électricité. Mon père observait le ciel avec une expression qui m'était inconnue. Ce n'était pas de la peur exactement, mais il y avait quelque chose sur son visage qui suggérait qu'il percevait quelque chose que je ne pouvais pas. Finalement, après plusieurs minutes de silence, il parla. « Aurelio, mon fils, dit-il d'une voix plus sérieuse que d'habitude. Aujourd'hui, la campagne est agitée, très agitée. Je peux le sentir dans l'air, dans le comportement des animaux, dans la façon dont le vent souffle. » Je lui ai demandé ce qui le préoccupait spécifiquement. « Je ne sais pas exactement ce que c'est, » répondit mon père, regardant toujours vers les montagnes. « C'est comme quand tu vois un cheval qui se comporte soudainement étrangement avant un tremblement de terre. Ou quand un chien hurle sans raison apparente. L'animal sent que quelque chose va arriver, même s'il ne peut pas comprendre ce que c'est. Aujourd'hui, depuis l'aube, j'ai ressenti cela. Les oiseaux, tu les as remarqués? Ils n'ont pas chanté aujourd'hui, pas même les moineaux qui d'habitude rempliraient l'air de leur bruit. Les insectes ont disparu, même le bétail est inquiet. Regarde les vaches dans le pâturage derrière. » J'ai dirigé mon regard là où il montrait. En effet, les vaches étaient toutes entassées dans un coin du pâturage, au lieu d'être dispersées en train de paître comme c'était normal. Elles semblaient nerveuses. De plus, continua mon père, il y a eu un moment, il n'y a pas longtemps, quand tu plantais les poteaux, où j'ai vu quelque chose d'étrange. Une ombre est passée au-dessus du corral, rapide, très rapide. J'ai levé les yeux, m'attendant à voir un oiseau ou un gros nuage, mais le ciel était dégagé, il n'y avait rien. J'étais jeune, et comme beaucoup de jeunes hommes, je n'avais pas beaucoup de respect pour ce que je considérais comme les superstitions des anciens. Je lui ai dit que la chaleur lui jouait probablement des tours, qu'il était normal d'être un peu anxieux à l'approche d'un orage. Mon père me regarda avec une expression de déception, mais ne dit rien de plus. Cependant, avant que nous ne nous séparions pour rentrer à la maison, il m'a formellement averti. « Aurelio, promets-moi une chose. Promets-moi que cette nuit, quand l'obscurité tombera, tu ne sortiras pas de la maison. Peu importe ce que tu entends, peu importe ce que tu vois, tu ne t'aventureras pas dehors après la tombée de la nuit. Fais ce que tu as à faire avant le coucher du soleil, mais une fois que le soleil aura disparu de l'horizon, tu restes à l'intérieur. » C'était un avertissement si inhabituel, si empreint d'urgence, que même mon esprit sceptique a enregistré quelque chose. Mais étant l'homme têtu que je suis, j'ai simplement hoché la tête sans aucune intention d'obéir complètement. J'ai pensé que si quelque chose d'important survenait, je sortirais brièvement. Juste un instant ne pourrait pas faire de mal. Ce fut la première erreur que je commis. Cette nuit-là, après le dîner, mon père se retira pour se reposer tôt. Il dit qu'il était fatigué, ce qui était inhabituel car mon père travaillait normalement très tard. Marie coucha Didier vers 20h. Mon fils dormait profondément, comme le font les jeunes enfants, sans aucune préoccupation au monde. Je restais dans la cuisine, à la grande table en bois que mon grand-père avait faite de ses propres mains, lisant un vieux journal que j'avais rapporté du village la semaine précédente. La lampe à pétrole diffusait une lumière douce et jaunâtre. Dehors, le vent soufflait contre les murs de la maison, sifflant à travers de petites fissures. La tempête continuait d'approcher, mais il n'avait pas encore commencé à pleuvoir. Vers 22h, alors que je lisais un article sur les élections municipales, j'entendis un son qui me perturba. Je ne sais pas comment le décrire exactement. C'était comme si quelque chose dans l'enclos s'était cassé ou était tombé, un son métallique suivi d'un craquement. J'ai immédiatement pensé aux animaux. Y aurait-il quelque chose pour effrayer le bétail? Quelque chose d'important se serait-il cassé? Bien que l'avertissement de mon père fût frais dans mon esprit, je décidai que j'irais juste vérifier rapidement. Ce ne serait qu'un instant. Je pris la lampe à pétrole de la cuisine et sortis par la porte de derrière. La nuit était sombre, beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Les nuages avaient complètement couvert la lune et les étoiles. Le vent était froid,
beaucoup plus froid qu'un simple changement de température ne devrait le permettre. On pouvait déjà sentir l'humidité dans l'air, l'odeur de la pluie qui approchait, le cercle de lumière jaunâtre de la lampe n'éclairait à peine que 10 mètres devant moi. Au-delà, il n'y avait que l'obscurité absolue. Je marchais vers l'enclos, mes bottes craquant sur le terrain sec et rocailleux. Quand j'arrivai à l'enclos, je pus voir que les chevaux étaient vraiment effrayés. Ils galopaient d'un côté à l'autre, leurs yeux montrant le blanc de la panique. Les vaches dans l'enclos contigu étaient également agitées comme si quelque chose les poursuivait. Mais je ne vis rien qui expliquât leur comportement. Il n'y avait aucun signe que quelque chose se fût cassé ou fût tombé. Ce fut alors que je me tenais près de la clôture de l'enclos, que j'entendis le son. Il est difficile de décrire ce son avec des mots qui transmettent réellement ce que j'ai entendu. C'était comme un gémissement, mais ce n'était pas le gémissement d'un animal que je connaissais. C'était profond, résonnant, comme si cela vibrait dans la poitrine de quiconque l'entendait. Mais ce n'était pas un son simple. Il y avait quelque chose de plus en lui, une qualité presque musicale, mais d'une manière complètement antithétique à la belle musique. C'était comme si quelqu'un essayait de chanter, mais la chanson était une malédiction, quelque chose qui ne devrait pas être entendu par des oreilles vivantes. Le son venait de l'obscurité, au-delà de la clôture de l'enclos, de la direction des collines, où la terre s'élevait vers les montagnes lointaines. Je levai la lampe, essayant désespérément de voir la source du son, mais la lumière pénétrait à peine l'obscurité. Je ne pouvais voir que le terrain rocheux le plus proche, les plantes rares du désert, rien d'autre. Le son se répétait, à intervalles irréguliers. Il semblait se rapprocher lentement. Chaque fois qu'il retentissait, tous mes instincts criaient de courir, de retourner à la maison, de ne pas rester un instant de plus dans cette obscurité, mais je restais. Je ne sais pas si c'était de la bravoure ou de la stupidité. C'était probablement de la stupidité. « Qui est là ?» criai-je dans l'obscurité, bien que je savais que crier était inutile. « Y a-t-il quelqu'un ?» Personne ne répondit, seulement le vent et ce son horrible qui continuait de se répéter. Je décidai que je devais enquêter de plus près. J'ouvris la porte de l'enclos et me dirigeai vers les collines, d'où je pensais que le son venait. Tandis que je marchais, la panique que j'avais contenue commença à monter dans ma poitrine. Mon cœur s'accélérait. Ma respiration devenait irrégulière, mais je continuai à marcher. Après environ 50 mètres, je décidai d'éteindre la lampe. Je voulais voir si, sans la lumière jaunâtre, je pouvais mieux détecter la source du son. Ce fut une grave erreur. Quand l'obscurité totale m'enveloppa, le son sembla venir de partout, non pas d'une direction spécifique, mais d'en haut, d'en bas, du côté gauche et droit, tout simultanément. C'était comme si le son était dans ma tête, comme s'il était produit par quelque chose qui n'était pas dans le monde physique, mais quelque part entre les deux. Je rallumai la lampe avec des mains tremblantes. À ce moment-là, je savais que j'avais commis une grave erreur en désobéissant à mon père. Je fis demi-tour et commençai à marcher vers la maison. D'abord en marchant, puis presque en trottant. Mon instinct de survie avait vaincu ma curiosité. Le son cessa juste au moment où j'atteignis la porte de derrière de la maison. Le silence qui en résulta fut presque aussi perturbant que le son lui-même. J'entrai rapidement dans la maison et refermai la porte fermement derrière moi, passant le loquet et m'assurant qu'elle était bien fermée. Mon épouse Marie sortit de la chambre où elle m'attendait. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, une note d'inquiétude dans la voix. « J'ai entendu que tu étais sorti. »« Tout va bien, » mentis-je. Bien que ma voix tremblât légèrement, je vérifiai juste que les animaux étaient en sécurité. Il y a une tempête qui approche et elle effraie le bétail. C'est tout. Elle hocha la tête, bien que je pusse voir qu'elle n'était pas complètement convaincue. Elle me caressa le visage de sa main douce. « Tu es glacé, » murmura-t-elle. « Veux-tu que je te prépare quelque chose de chaud ?»« Non, j'ai juste besoin de dormir, » répondis-je. Mais je ne dormis pas. Je passai la majeure partie de la nuit allongé dans le lit à côté de Marie, écoutant chaque son de la maison, chaque craquement du vent, chaque gémissement de la structure. J'attendais que le son revienne, mais il ne le fit pas. La nuit passa sans plus d'incident. Vers 3 heures du matin, il commença à pleuvoir,
une forte averse qui tambourinait contre le toit de la maison. Au lever du soleil, je m'étais convaincu que c'était probablement un animal, peut-être un puma ou un coyote, dont la voix avait été déformée par la distance et la peur dans mon propre esprit. Je décidai de n'en parler à personne, surtout pas à mon père. Il m'avait déjà averti et je ne voulais pas lui donner la satisfaction de savoir que j'avais désobéi et que j'avais eu peur. Mais la tranquillité fut de courte durée. Vers 2 heures du matin la nuit suivante, je fus réveillé par un son. Ce n'était pas le son de l'enclos, mais un son qui venait de l'intérieur de la maison. Il venait d'en haut, de la chambre de mon père. Je me redressai dans le lit, réveillant Marie par la même occasion. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, à moitié endormie. « Je ne sais pas » répondis-je en me levant déjà du lit. « Rends-toi » Je sortis de la chambre et montai les escaliers aussi silencieusement que possible. Il y avait une obscurité presque complète dans la maison. Seule la faible lumière de la lune qui filtrait par les fenêtres nous permettait de voir vaguement où nous allions. Quand j'arrivai à la porte de la chambre de mon père, je m'arrêtai. Je pouvais entendre quelque chose à l'intérieur, un son comme s'il faisait des bruits étranges dans son sommeil. J'ouvris la porte lentement. Ce fut alors que je le vis. Mon père se tenait au milieu de la pièce, complètement nu. Cela seul était suffisamment perturbant, car mon père était un homme pudique qui ne se serait jamais changé devant quelqu'un, même en privé. Mais ce qui m'a le plus bouleversé, c'est de le voir debout, immobile, comme une statue, la bouche ouverte d'une manière qui ne semblait pas possible. Sa mâchoire était déboîtée vers le bas selon un angle qui défiait l'anatomie humaine. Et de cette bouche ouverte venait le son, le gémissement horrible, la chanson discordante que j'avais entendue dans les collines. Sa poitrine se dilatait et se contractait selon des schémas irréguliers, propulsant ce son terrible du plus profond de son être. « Papa !» criai-je, la peur s'emparant complètement de moi. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Je m'approchai rapidement de lui. Ses yeux étaient ouverts, mais ne voyaient rien. Ils étaient comme les yeux d'un aveugle fixant droit devant sans mise au point. Toute sa peau était couverte de gouttes de sueur, bien que la pièce fût froide. Les muscles de son cou étaient si tendus, si terriblement tendus, que je pensais que la peau se déchirerait. J'essayai de le toucher, de le stabiliser, de faire quelque chose, mais quand mes mains touchèrent sa peau nue, ce fut comme toucher de la glace. Son corps était plus froid que ce qui devrait être possible. Ce n'était pas seulement froid, mais antinaturel. C'était comme l'histoire d'une dette payée à une terre qui fut prise, à un peuple qui fut détruit, à un esprit qui trouva enfin la reconnaissance qu'il méritait. Je n'espère pas que tout le monde croira cette histoire. Je sais que pour la plupart des gens, tout cela ressemble à de la fantaisie, à de la fiction, mais ceux qui ont vécu à la campagne, ceux qui ont travaillé la terre pendant des générations, ceux qui ont ressenti la présence de quelque chose d'ancien dans les nuits silencieuses, lorsqu'on est seul dans les montagnes, cela comprendront. Ils comprendront que la vérité peut être plus étrange et plus terrifiante que nous ne l'avons jamais imaginé. Ceci est mon témoignage. C'est la vérité de ce qui s'est passé sur ma terre, dans ma famille. Et bien que mes jours touchent à leur fin, bien que je quitte bientôt ce monde, j'ai la paix. J'ai la paix parce que j'ai tenu une promesse, parce que j'ai reconnu une dette, parce que j'ai permis qu'une voix ancienne soit à nouveau entendue. Que Dieu protège tous ceux qui vivent sur des terres qui appartenaient autrefois à d'autres. Que nous comprenions tous que le passé n'est jamais complètement enterré. Que nous comprenions tous que certains prix doivent être payés, non pas avec du sang, mais avec respect et mémoire. Depuis ce jour, j'ai tenu ma promesse. Chaque année, la nuit du 31 octobre, je monte sur la plus haute colline de ma propriété. Je prépare une offrande avec du copal, des fleurs, du pain et de l'eau. Et je raconte l'histoire de Citlali. Je raconte qui elle était, ce qu'elle a souffert, comment elle est morte. Je reconnais les secrets de la terre sur laquelle je vis. Je demande la permission de rester ici, de continuer à prendre de cette terre, de continuer à vivre dans la maison qui est construite sur sa tombe. J'ai écrit l'histoire complète de Citlali dans mes documents privés. Mes enfants la connaissent, mes petits-enfants la connaissent. Certains historiens locaux ont enquêté et confirmé qu'il a bien existé un temple dédié à Tosia à cet endroit il y a des siècles, qui fut détruit pendant la conquête espagnole.
Ils n'ont pas trouvé de registre spécifique d'une prêtresse nommée Citlali, mais la description qu'elle m'a donnée correspond parfaitement à ce que nous savons des rôles et de la vie des prêtresses de cette époque. La maison est en paix depuis lors. Il y a eu d'autres changements de famille, d'autres enfants sont nés, d'autres événements joyeux et tristes, mais il n'y a plus jamais eu de manifestation de l'être. Les animaux se comportent normalement, Musica le bétail prospère, les récoltes sont abondantes. J'en suis venu à croire que l'important n'est pas de savoir si l'être était réellement l'esprit de Citlali ou si c'était quelque chose de complètement Musica différent qui utilisait simplement cette histoire, cette identité pour communiquer avec moi. L'important est qu'une promesse a été faite. L'important est qu'une dette historique a été reconnue. Même si c'était d'une manière que la plupart des gens ne comprendraient ou ne croiraient jamais. Parfois, les nuits d'octobre, quand je monte faire l'offrande, je ressens à nouveau sa présence, mais elle n'est plus menaçante. C'est comme si c'était une amie, une compagne qui connaît tous mes secrets, qui comprend qui je suis et qui veille dans l'obscurité. Non pas pour m'attaquer, mais pour s'assurer que je n'oublie pas, pour s'assurer que le prix continue d'être payé année après année. C'est l'histoire que j'ai gardée pendant plus de 40 ans. L'histoire que ma famille a vécue. L'histoire d'une dette payée à une terre qui fut prise, à un peuple qui fut détruit, à un esprit qui trouva enfin la reconnaissance qu'il méritait. Je n'espère pas que tout le monde croira cette histoire. Je sais que pour la plupart des gens, tout cela ressemble à de la fantaisie, à de la fiction. Mais ceux qui ont vécu à la campagne, ceux qui ont travaillé la terre pendant des générations, ceux qui ont ressenti la présence de quelque chose d'ancien dans les nuits silencieuses, lorsqu'on est seul dans les montagnes, ceux-là comprendront. Ils comprendront que la vérité peut être plus étrange et plus terrifiante que nous ne l'avons jamais imaginé. Ceci est mon témoignage. C'est la vérité de ce qui s'est passé sur ma terre, dans ma famille. Et bien que mes jours touchent à leur fin, bien que je quitte bientôt ce monde, j'ai la paix. J'ai la paix parce que j'ai tenu une promesse, parce que j'ai reconnu une dette, parce que j'ai permis qu'une voix ancienne soit à nouveau entendue. Que Dieu protège tous ceux qui vivent sur des terres qui appartenaient autrefois à d'autres. Que nous comprenions tous que le passé n'est jamais complètement enterré. Que nous comprenions tous que certains prix doivent être payés, non pas avec du sang, mais avec respect et mémoire. Nous poursuivons avec l'autre histoire. Il y a des histoires que l'on garde pendant des années, attendant le bon moment pour les raconter. Et celle-ci est une de ces histoires que je porte en moi depuis que j'étais à peine un adolescent, là-bas, à la ferme de mes grands-parents dans la province de Cordoue, dans une zone rurale assez éloignée de toute grande ville, entourée de champs de soja et de quelques bois natifs qui survivent encore au milieu de tant de terres cultivées. Je n'avais jamais raconté cela avec tous les détails à personne en dehors de ma famille proche, parce que je sais parfaitement à quel point cela peut paraître absurde. Mais après tant d'années et après avoir confirmé avec le temps que ce que nous avons vécu n'était pas le produit de notre imagination collective, je me sens enfin prêt à le raconter entièrement. Je m'appelle Baptiste et j'ai maintenant 34 ans. Bien que lorsque tout ce que je vais raconter s'est produit, j'en avais à peine 15. Et je passais, comme chaque été depuis que j'ai des souvenirs, plusieurs semaines à la ferme de mes grands-parents paternels, Élie et Claudine, 2 personnes qui avaient vécu toute leur vie à travailler cette terre, à élever des animaux, à semer ce qu'ils pouvaient et à maintenir un rythme de vie qui semblait complètement étranger au passage du temps moderne que le reste de la famille vivait dans la ville de Cordoue capitale. La ferme de mes grands-parents était un endroit que j'adorais profondément à cette époque, avec son ancien corps de ferme en adobe blanchi à la chaux, sa galerie couverte où ma grand-mère étendait le linge fraîchement lavé et ce silence particulier de la campagne qui n'était rompu que par le chant des oiseaux, le bêlement occasionnel d'un mouton ou le moteur lointain d'un tracteur travaillant dans les parcelles voisines. Mon grand-père Élie était un homme de peu de mots, mais d'une immense sagesse pratique, tandis que ma grand-mère Claudine, en revanche, était beaucoup plus bavarde et me racontait souvent des histoires de sa propre enfance, des anciennes coutumes de la campagne et de certaines croyances et superstitions qu'elle-même avait héritées de ses propres parents et grands-parents. L'une de ces coutumes que j'ai toujours trouvée curieuse sans y accorder beaucoup d'importance pendant mes premières années de visite estivale était l'interdiction absolue et catégorique qui existait dans cette maison concernant le vieux hangar situé à environ 200 mètres de la maison principale. Une ancienne construction en tôle rouillée et en briques nues qui, comme on me l'avait expliqué depuis que j'étais très petit, ne devait jamais être visitée après la tombée de la nuit, en aucune circonstance, quelle que soit ma curiosité quant à son contenu. Pendant des années,
Cette interdiction ne représenta aucun conflit réel pour moi, car de jour, le hangar n'avait rien de particulièrement intéressant. De vieux outils, quelques sacs de graines rangés, des restes de machines agricoles désaffectées et un tas d'objets accumulés au fil des décennies que mes grands-parents n'avaient tout simplement pas eu l'envie ou le besoin de jeter. Cependant, à mesure que je grandissais, cette interdiction spécifique concernant les heures nocturnes commença à éveiller en moi une curiosité de plus en plus intense, d'autant plus que je remarquais que, contrairement à d'autres règles de la campagne, qui semblaient avoir des explications pratiques évidentes, comme ne pas s'approcher du puits d'eau sans surveillance ou ne pas déranger les animaux pendant certaines heures. Cette règle spécifique concernant le hangar était toujours transmise avec une gravité et une tension particulières dans la voix de mes grands-parents qui ne correspondaient à aucune explication pratique évidente. L'été de mes 15 ans fut l'été où je décidai finalement, motivé par cette curiosité accumulée pendant des années, d'enquêter par moi-même sur ce qui rendait exactement ce hangar si dangereux après le coucher du soleil. Ce ne fut pas une décision que je pris à la légère, ni une décision complètement impulsive, mais plutôt le résultat de semaines d'observation attentive, de petites questions indirectes que je posais à mes grands-parents, espérant obtenir un indice supplémentaire sur l'origine de cette règle, sans jamais obtenir une réponse qui satisfasse complètement ma curiosité croissante. Je me souviens que lors d'une de ces conversations, alors que j'aidais ma grand-mère à éplucher des épis de maïs dans la galerie de la maison, je lui demandai directement pourquoi nous ne devions jamais nous approcher du hangar la nuit. Et elle, au lieu de me donner une explication concrète, comme elle l'avait fait jusqu'alors avec des évasions générales sur la sécurité, resta silencieuse pendant un long moment, regardant dans la direction où se trouvait la construction, et me dit finalement, d'une voix que je ne lui connaissais pas, beaucoup plus grave et sérieuse que son ton habituel, que certaines choses dans ce champ s'étaient passées bien avant ma naissance et que certains lieux, une fois que quelque chose de mauvais s'y produit, conserve ce mal d'une manière que ni le temps ni l'habitude ne parviennent à dissoudre complètement. Cette réponse, loin de calmer ma curiosité, l'intensifia considérablement car pour la première fois, je sentais que j'étais sur le point de toucher à quelque chose de vraiment sérieux, quelque chose que mes grands-parents m'avaient délibérément caché pendant toute mon enfance. J'insistais en lui demandant ce qui s'était passé exactement, mais elle, retrouvant rapidement son calme, changea de sujet avec une brusquerie qui n'était pas habituelle dans sa manière de me traiter et me demanda de ne plus jamais poser de questions à ce sujet, ni à elle ni à mon grand-père, car certaines choses, selon ses propres mots, il valait mieux les laisser enterrer là où elles devaient l'être. N'importe quel adolescent avec un minimum d'esprit aventureux face à un avertissement formulé de manière si mystérieuse, aurait ressenti exactement la même chose que moi à ce moment-là, une détermination renouvelée à découvrir par moi-même ce qui se cachait derrière cette interdiction. Je ne dis rien à mes grands-parents de mes intentions, évidemment, mais je commençais à planifier avec le soin méticuleux de celui qui sait qu'il est sur le point de transgresser une règle sérieuse. La manière dont je pourrais m'approcher du hangar pendant la nuit sans qu'il ne le remarque. L'occasion se présenta une semaine plus tard, une nuit où mes grands-parents avaient été invités chez des voisins qui vivaient à plusieurs kilomètres de distance pour célébrer un anniversaire de famille. Ils m'avaient demandé si je voulais les accompagner, mais moi, feignant la fatigue et peu d'intérêt pour la célébration, je leur demandai de rester à la maison, leur assurant que je serais parfaitement bien seul pendant ces heures, ce qui pour eux ne posait aucun problème, étant donné qu'ils me considéraient déjà suffisamment mature pour rester seul pendant de courtes périodes. Dès que la voiture de mes grands-parents s'éloigna sur le chemin de terre qui reliait Musica à la ferme à la route principale, je ressentis un mélange d'excitation et de nervosité qui me fit battre le cœur d'une manière que je me souviens encore clairement. J'attendis que la nuit soit complètement tombée, calculant que mes grands-parents mettraient plusieurs heures à revenir étant donné la distance de la maison des voisins. Et finalement, armé d'une lampe de poche que j'avais trouvée dans la cuisine, je sortis de la maison principale en direction du hangar interdit. La marche qui, pendant la journée, ne représentait que quelques minutes sans aucune sensation particulière, se sentit complètement différente sous l'obscurité presque totale de cette nuit sans lune, avec la campagne s'étendant tout autour dans un silence qui, soudain, semblait beaucoup plus dense et menaçant que je ne me souvenais l'avoir jamais ressenti auparavant sur ces mêmes terres. Les sons habituels de la campagne nocturne, le chant des grillons, le hurlement lointain occasionnel d'un animal, semblaient cette nuit-là particulièrement plus étouffés que la normale, comme si tout l'environnement retenait son souffle avec moi. J'arrivai finalement à la porte du hangar, une vieille porte en tôle fermée par un cadenas que mon grand-père ne fermait jamais pendant la journée,
mais qui, comme je pus le constater cette nuit-là, restait verrouillé après le coucher du soleil. Une précaution supplémentaire qui renforçait encore la gravité de l'interdiction que j'avais décidé d'ignorer. Heureusement pour mon plan, je savais où mon grand-père gardait une copie de la clé, sur un crochet discret sous l'avant-toit de la maison principale. Je retournai donc rapidement la chercher avant de revenir au hangar avec une détermination qui commençait déjà à se mêler d'une nervosité croissante. J'ouvris le cadenas avec des mains qui tremblaient déjà légèrement et en poussant la porte en tôle, celle-ci produisit un grincement métallique qui parut absurdement fort au milieu de ce silence nocturne, comme si le son lui-même annonçait ma présence à quiconque pouvait écouter dans cette obscurité étendue. J'entrai en éclairant l'intérieur avec ma lampe de poche, trouvant exactement ce dont je me souvenais de mes visites diurnes, des outils rouillés accrochés au mur, de vieux sacs de graines empilés dans un coin, des restes de machines qui ne fonctionnaient plus et une couche généralisée de poussière et de toiles d'araignée qui suggérait que certaines parties du hangar n'avaient pas été touchées par personne depuis longtemps. Je commençai à explorer avec prudence, déplaçant quelques objets pour voir ce qu'il y avait derrière eux, sans trouver rien qui justifiât à première vue le niveau d'interdiction que mes grands-parents imposaient sur cet endroit spécifique. Cependant, après plusieurs minutes d'exploration sans résultat concret, ma lampe de poche éclaira au fond du hangar une section qui semblait être séparée du reste par un vieux rideau de tissu épais suspendu à un fil de fer qui traversait ce coin spécifique de la construction. Une division qui avait clairement été installée délibérément pour cacher ce qui se trouvait derrière elle. Je m'approchai, le cœur battant déjà avec une force considérable, et en écartant ce rideau poussiéreux, je trouvai, appuyé contre le mur du fond, un vieux coffre en bois sombre, fermé par un cadenas supplémentaire qui semblait beaucoup plus ancien que celui de la porte principale du hangar, avec un métal rouillé qui suggérait des décennies d'exposition sans entretien. À côté du coffre, accroché à un clou dans le mur, il y avait aussi une vieille photographie en noir et blanc, déjà assez détériorée par le passage du temps et par l'humidité accumulée dans ce coin spécifique du hangar. Je pris la photographie avec précaution, l'éclairant directement avec la lampe de poche, et ce que je vis me causa un frisson qui me parcourut tout le dos. L'image montrait un groupe de personnes vêtues de vêtements de campagne d'un style qui suggérait plusieurs décennies en arrière, posant devant ce que je reconnus sans aucun doute comme ce même hangar où je me trouvais à ce moment-là. Bien que sur la photographie, il semblait considérablement plus neuf, parmi les personnes représentées, je reconnus avec une surprise qui se mêla immédiatement à une terreur croissante une version beaucoup plus jeune de mon propre grand-père, Ladio, debout à côté de celui qui devait être, par la ressemblance évidente, son propre père, mon arrière-grand-père, que je n'avais jamais connu de son vivant. Ce qui me glaça véritablement le sang, cependant, fut de remarquer qu'à l'extrémité droite de la photographie, légèrement à l'écart du reste du groupe, il y avait une figure qui ne s'intégrait pas au reste des personnes représentées. Une silhouette mince vêtue de noir, dont le visage apparaissait complètement flou sur la photographie, comme si quelque chose avait spécifiquement interféré avec cette partie de l'image pendant le processus de développement, tandis que le reste de la photographie conservait une netteté parfaitement normale pour son ancienneté. Je restai à observer cette figure floue pendant plusieurs minutes, ressentant une inquiétude croissante que je ne parvenais pas à justifier complètement par une explication rationnelle, jusqu'à ce qu'un son provenant de quelque part derrière moi me fasse me retourner brusquement, le cœur sur le point de me sortir de la poitrine. Je ne vis rien, ni à travers la lumière de ma lampe de poche, ni aucune des ombres que cette lumière projetait contre les murs du hangar. Mais la sensation de ne pas être complètement seul dans cet espace s'intensifia de manière notable, accompagnée d'un froid soudain qui contrastait fortement avec la chaleur typique d'une nuit d'été cordobais. Je décidai à ce moment-là que j'avais suffisamment exploré pour cette nuit et que la prudence indiquait que je devais retourner à la maison principale avant que mes grands-parents ne reviennent de leur célébration. Cependant, avant de me retirer complètement, ma curiosité, encore plus forte que ma peur croissante, me fit tenter d'ouvrir le coffre en bois, luttant brièvement avec le cadenas rouillé dans une tentative désespérée de découvrir ce qu'il contenait. Sans réussir, heureusement ou non, selon la façon dont on le regarde rétrospectivement, à vaincre cette ancienne fermeture qui semblait avoir été conçue spécifiquement pour résister à toute tentative d'ouverture non autorisée. Ce fut à ce moment exact, alors que je luttais encore avec le cadenas, que j'entendis clairement un murmure provenant de quelque part près de mon oreille gauche, une voix qui prononçait mon nom avec une intonation qui ne correspondait à aucune voix humaine normale,
déformée d'une manière que j'ai encore du mal à décrire avec précision aujourd'hui, comme si elle provenait d'une gorge qui n'avait pas été conçue naturellement pour produire des sons de langage humain. Je lâchai immédiatement le cadenas et me retournai avec la lampe de poche, éclairant tout l'espace qui m'entourait, sans trouver absolument personne ni rien qui justifiât ce murmure que j'avais entendu avec une clarté indéniable. La terreur que je ressentis à cet instant fut absolue, paralysante, du genre que l'on ne connaît que dans des circonstances complètement en dehors de tout cadre de normalité attendu. Et bien que chaque fibre de mon corps me cria de fuir immédiatement de ce hangar, je restai paralysé pendant plusieurs secondes, incapable de traiter complètement ce que j'étais en train de vivre. Finalement, reprenant un peu de contrôle sur mon propre corps, je refermai le rideau sur le coffre et la photographie, essayant de laisser tout exactement comme je l'avais trouvé. Et je sortis du hangar avec une rapidité qui me fit presque trébucher contre certains des outils rouillés dispersés sur le sol. Je refermai la porte en tôle avec le cadenas, m'assurant de remettre la clé exactement à sa place d'origine sous l'avant-toit et je courus vers la maison principale où je m'enfermai dans ma chambre, tremblant encore, essayant de me convaincre que ce que j'avais entendu était le produit de ma propre imagination. Musica exacerbée par la nervosité naturelle de faire quelque chose d'interdit en pleine obscurité. Mes grands-parents sont rentrés après minuit et bien que j'ai essayé de me comporter avec une normalité totale, ma grand-mère Claudine, avec cette intuition particulière que certaines personnes âgées développent après des décennies à connaître profondément leurs proches, a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas, me demandant directement si quelque chose s'était passé pendant leur absence. J'ai nié tout problème, trop honteux et effrayé pour avouer ce que j'avais fait. Et bien qu'elle n'ait pas insisté davantage à ce moment-là, j'ai perçu dans son regard une inquiétude qui semblait beaucoup plus profonde que la simple préoccupation habituelle de toute grand-mère envers son petit-fils. Cette nuit-là, déjà dans mon lit, j'ai essayé de dormir sans y parvenir complètement, repassant mentalement chaque détail de ce que j'avais vécu dans le hangar, en particulier cette figure floue sur la photographie. Et ce murmure inexplicable que j'avais entendu si près de mon oreille. C'est bien après l'aube, dans cet état liminal entre la veille et le sommeil profond, que j'ai vécu ce que je considère encore aujourd'hui comme l'expérience la plus terrifiante de toute ma vie. J'ai senti avec une clarté qui n'admettait aucun doute sur sa réalité, que quelque chose s'asseyait sur le bord de mon lit, exactement comme j'avais senti ma propre respiration s'accélérer dans le hangar quelques heures auparavant. J'ai ouvert les yeux, paralysé par une terreur qui m'empêchait tout mouvement, et dans la pénombre de ma chambre, à peine éclairée par la lumière de la lune qui entrait par une fenêtre sans rideau complet, j'ai vu, assise de dos à moi, la même silhouette mince vêtue de noir que j'avais observée sur l'ancienne photographie du hangar, avec cette même indéfinition là où devait être son visage, comme si une tache d'obscurité plus dense occupait l'espace où devraient se trouver ses traits. Je n'ai pas pu crier, je n'ai pas pu bouger, complètement paralysé par une terreur qui était physique, en plus d'être psychologique, comme si mon propre corps refusait d'obéir à tout ordre que mon esprit désespéré tentait de lui envoyer. La figure est restée complètement immobile pendant plusieurs minutes qui ont semblé interminables jusqu'à ce qu'elle commence lentement à tourner la tête dans ma direction, dans un mouvement qui semblait anormalement lent, comme si le temps lui-même s'était ralenti spécifiquement pour prolonger ma terreur le plus longtemps possible. Quand elle a finalement réussi à achever ce mouvement et bien que l'obscurité m'empêcha de distinguer des traits faciaux spécifiques, j'ai senti avec une certitude qui n'avait pas besoin de preuves visuelles directes, que cette figure m'observait avec une attention affamée, similaire à celle que j'avais perçue lors de mes rencontres avec d'autres entités dans des histoires que j'avais entendu raconter à d'autres, mais qui à ce moment-là, en la vivant moi-même, était beaucoup plus terrifiante que n'importe quel récit de seconde main que j'avais entendu auparavant. La figure a ouvert ce qui devait être sa bouche et de là a émergé à nouveau ce même murmure déformé que j'avais entendu dans le hangar, cette fois prononçant quelque chose de plus que mon simple nom. Une phrase complète que j'ai réussi à comprendre avec une horreur qui me poursuit encore. « Tu as rouvert ce que ton grand-père a fermé. » Ces mots, chargés d'une implication que je ne comprenais pas complètement à ce moment de panique absolue, furent suffisants pour finalement briser la paralysie qui me maintenait immobile, me permettant d'émettre un cri qui, comme on me l'a raconté plus tard, fut entendu dans toute la maison. Mes grands-parents sont entrés en courant dans ma chambre, allumant la lumière immédiatement, et à l'instant où la pièce fut complètement éclairée, la figure a simplement disparu, ne laissant qu'un froid résiduel et une odeur étrange,
similaire à celle de la terre humide mélangée à quelque chose d'organique en décomposition qui a mis plusieurs minutes à se dissiper complètement. Ma grand-mère m'a serré fort dans ses bras pendant que je tremblais encore sans contrôle. Et mon grand-père, avec un visage qui montrait une pâleur que je n'avais jamais vue chez lui auparavant, est resté debout près de la porte, regardant les ombres de la pièce avec une expression qui combinait terreur et une sorte de résignation fatiguée, comme quelqu'un qui fait face à quelque chose qu'il s'attendait déjà à devoir affronter à un moment donné. Quand j'ai finalement réussi à me calmer suffisamment pour parler avec cohérence, je leur ai tout avoué. Ma visite au hangar, le coffre fermé, la photographie avec cette figure floue, le murmure que j'avais entendu et finalement l'apparition dans ma propre chambre. J'espérais honnêtement recevoir une réprimande sévère pour avoir désobéi à une règle si clairement établie. Mais au lieu de cela, mes grands-parents se sont assis à côté de moi, toujours visiblement affectés, et mon grand-père, brisant finalement un silence qu'il devait avoir gardé pendant des décennies, a commencé à me raconter l'histoire complète qu'il avait cachée à toute la famille pendant si longtemps. Il m'a expliqué que lorsqu'il était à peine un enfant, bien avant que la ferme ne devienne la propriété complète de notre famille, de la manière dont je la connaissais, son propre père, mon arrière-grand-père, avait embauché un ouvrier agricole nommé Hilaire, un homme qui venait d'une province du Nord à la recherche de travail et qui était resté vivre pratiquement dans ce même hangar, dans une petite pièce improvisée à l'arrière de la construction pendant plusieurs années. Hilaire, selon ce que mon grand-père m'a raconté, était un homme étrange, silencieux, qui avait des coutumes que le reste des travailleurs agricoles considéraient comme inhabituelles, y compris ce que certains décrivaient comme des pratiques liées à une forme de religiosité alternative ou de croyances populaires qui circulaient dans sa région d'origine. Des pratiques qui incluaient des rituels nocturnes qu'il effectuait seul dans sa chambre du hangar et qui généraient chez le reste des ouvriers une certaine gêne et méfiance, bien que personne n'osât l'affronter directement à ce sujet, tant qu'il accomplissait correctement son travail quotidien. La situation, selon mon grand-père qui continuait à raconter d'une voix de plus en plus tendue, se compliqua sérieusement lorsque, après plusieurs années de travail à la ferme, Hilaire développa ce qui était alors simplement décrit comme une maladie des nerfs, une détérioration mentale progressive qui se manifestait par des comportements de plus en plus erratiques, y compris des épisodes où il parlait seul pendant des heures, où il effectuait ses rituels nocturnes avec une intensité croissante, et où il montrait une paranoïa grandissante envers le reste des travailleurs qu'il accusait, sans aucune base apparente, de vouloir lui faire du mal. L'épisode qui a finalement tout changé pour toujours s'est produit une nuit où, selon les récits que mon grand-père avait entendus de son propre père des années plus tard, Hilaire, au milieu de l'un de ses épisodes les plus graves, a violemment attaqué un autre des ouvriers qui travaillait à la ferme, un jeune homme nommé Toby, dans des circonstances qui ne furent jamais complètement claires, entraînant la mort de ce dernier à l'intérieur du même hangar où Hilaire vivait. Mon arrière-grand-père, apprenant ce qui s'était passé, avait choisi, selon les coutumes de l'époque, dans les zones rurales isolées où la justice formelle mettait trop de temps à arriver ou ne s'appliquait tout simplement pas avec la rigueur attendue, de résoudre la situation directement, sans impliquer aucune autorité externe. Mon grand-père n'a pas précisé avec une clarté totale ce qui était arrivé exactement à Hilaire après cet incident. Mais la manière dont il décrivait la situation, avec des euphémismes prudents et une gêne évidente à aborder le sujet, me suggéra, même à ce moment d'adolescence confuse et effrayée, que ce qui s'était passé avait été considérablement plus sombre qu'une simple expulsion de la ferme ou une remise aux autorités compétentes. Ce qu'il me confirma, avec une gravité qui ne laissait aucune place au doute, c'est que depuis cet incident survenu de très nombreuses années auparavant, avant même sa propre naissance, des phénomènes avaient commencé à se manifester dans le hangar que la famille avait appris, génération après génération, à respecter et à éviter par l'interdiction stricte de s'approcher de cette construction après la tombée de la nuit. Le coffre que j'avais trouvé, m'expliqua-t-il, contenait des objets personnels qui avaient appartenu à Hilaire. Des objets que mon propre arrière-grand-père avait décidé d'y ranger, scellés au lieu de les détruire complètement pour des raisons que mon grand-père ne parvenait pas non plus à expliquer avec une clarté totale. Peut-être lié à une croyance populaire sur les risques de détruire directement des objets liés à une mort violente et à des pratiques qui étaient alors considérées musica comme dangereusement liées à des forces que les gens de la campagne préféraient ne pas provoquer directement. La photographie que j'avais trouvée. Selon ce que mon grand-père put me confirmer après que je lui eus décrit en détail ce que j'avais vu, elle correspondait effectivement à une image musica prise quelques mois seulement avant l'incident fatal.
Et la figure floue qui apparaissait à l'extrémité droite, à l'écart du reste du groupe, était, selon la mémoire de mon grand-père, Hilaire lui-même, dont l'image, d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer rationnellement, apparaissait toujours déformée sur toute photographie qui avait été prise pendant ces derniers mois de sa présence à la ferme, comme si quelque chose dans sa propre nature, même alors, avait déjà commencé à dévier des paramètres normaux de l'existence humaine. Conventionnel. J'ai passé le reste de cet été dans un état d'alerte constante, dormant avec la lumière allumée pendant plusieurs semaines et évitant complètement toute approche du hangar, même pendant les heures de lumière solaire qui auparavant ne représentaient aucun problème. Mes grands-parents, de leur côté, semblaient avoir assumé une surveillance supplémentaire de la propriété et j'ai remarqué que mon grand-père a commencé à visiter le hangar plus fréquemment pendant la journée, effectuant ce qui semblait être de petits rituels personnels, brûlant des herbes spécifiques et murmurant des prières à voix basse tout en parcourant le périmètre de la construction. Des pratiques que je ne l'avais jamais vu faire avant cette nuit où j'ai avoué ma transgression. Je n'ai plus jamais vécu de manifestation directe de cette entité pendant le reste de cet été, bien que la sensation d'être observé, surtout la nuit, n'ait jamais complètement disparu de ma conscience tant que je suis resté dans cette ferme. Je suis retourné en ville à la fin des vacances avec un sentiment de soulagement considérable, mais aussi avec la certitude absolue que quelque chose avait changé de manière permanente dans ma compréhension du monde, dans ma capacité à écarter facilement des phénomènes que j'aurais auparavant classés, sans hésitation, comme de simples superstitions de gens de la campagne. Je suis retourné à la ferme de mes grands-parents les étés suivants, bien qu'avec une relation complètement différente avec le lieu, évitant toujours, sans que personne n'ait besoin de me le rappeler, toute approche du hangar après le coucher du soleil et observant, avec une attention que je n'avais jamais portée auparavant, les petites routines et précautions que mes grands-parents maintenaient concernant cette construction spécifique. Des routines que j'ai comprises avec le temps n'étaient pas simplement des coutumes arbitraires, mais des mécanismes de protection soigneusement développés au fil des décennies de coexistence forcée avec quelque chose qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni éliminer complètement, mais qu'ils avaient appris à maintenir relativement contenu par le respect strict de certaines règles non négociables. Mon grand-père Élie est décédé il y a déjà plusieurs années de causes naturelles liées à son âge avancé. Et avant de mourir, lors d'une de nos dernières conversations vraiment profondes, il m'a confié que la ferme, selon ce qu'il avait décidé avec mon père, passerait éventuellement à ma propre génération familiale, mais que celui qui hériterait de cette responsabilité devrait s'engager à maintenir exactement les mêmes précautions concernant le hangar que lui-même avait maintenu pendant toute sa vie d'adulte, sans exception ni remise en question. Peu importe le temps écoulé depuis l'incident. Original, ni à quel point cette interdiction pourrait paraître désuète aux générations futures de la famille. Je lui ai promis avec une sincérité totale que je respecterais cette volonté. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque je visite cette même ferme, maintenant gérée conjointement par mon père et moi, je maintiens religieusement cette même règle, m'assurant que tout visiteur, qu'il soit de la famille ou un travailleur engagé pour des tâches spécifiques, connaissent clairement l'interdiction de s'approcher du vieux hangar après la tombée de la nuit, sans avoir toujours besoin d'expliquer les raisons complètes derrière cette règle, mais en insistant sur son respect strict avec la même gravité avec laquelle mes propres grands-parents me l'avaient transmise. Ma grand-mère Claudine, qui vit toujours, bien qu'à un âge considérablement avancé, et résidant actuellement en ville avec mes parents, en raison des difficultés à maintenir une vie complètement indépendante à la campagne, m'a confirmé lors d'une conversation récente que nous avons eue pendant l'une de mes visites, que le phénomène associé à Hilaire n'avait jamais complètement disparu au fil de toutes ces années. Bien que son intensité et sa fréquence aient considérablement diminué, à mesure que les précautions établies par la famille étaient strictement maintenues, elle m'a également raconté quelque chose que je ne savais pas jusqu'alors, qu'elle-même, dans les années suivant mon expérience adolescente, avait eu au moins 2 rencontres supplémentaires avec cette même présence, toutes deux survenues dans des circonstances où une règle mineure liée au hangar avait été, accidentellement ou par négligence, légèrement transgressée par un membre de la famille ou par un travailleur mal informé des règles spécifiques du lieu. Musica, j'ai tenté à diverses reprises au cours de ma vie d'adulte de rechercher s'il existe Musica, un registre officiel ou une mention documentée de la mort de cet ouvrier agricole nommé Toby ou du destin final d'Hilaire après l'incident, cherchant dans les archives municipales et les anciens registres paroissiaux de la région, sans parvenir à trouver aucune documentation officielle qui confirmerait ou contredirait la version que mon propre grand-père m'avait racontée. Ce qui,
Compte tenu de la nature isolée de la zone rurale où tout s'est passé et des pratiques courantes de l'époque pour résoudre les conflits internes sans impliquer les autorités formelles, n'est pas du tout surprenant, bien que profondément frustrant pour quelqu'un comme moi. J'aurais souhaité obtenir une confirmation supplémentaire au-delà du témoignage familial direct. Ce que je peux affirmer, avec une certitude qui n'a plus besoin de preuves documentaires supplémentaires pour se maintenir, c'est que cette nuit-là, lorsque j'ai décidé de désobéir à l'interdiction la plus sérieuse de ma famille, j'ai découvert de la manière la plus terrifiante possible qu'il existe certains endroits dans ce monde où la violence et la souffrance humaine laissent une marque qui transcende complètement l'explication rationnelle conventionnelle, se manifestant de manière qu'aucun scepticisme ultérieur, aussi rigoureux ou bien fondé soit-il, ne parvient à démonter complètement une fois que l'on a été témoin direct de sa réalité. Si jamais vous visitez la campagne d'une famille rurale et que vous remarquez l'existence d'une interdiction spécifique, apparemment arbitraire, concernant un coin particulier de la propriété, surtout si cette interdiction est transmise avec un sérieux qui contraste notablement avec l'explication pratique offerte pour la justifier, je vous demande instamment de respecter cette règle sans trop la remettre en question, quelle que soit la curiosité que vous puissiez ressentir à son égard. Car j'ai appris de la manière la plus dure et la plus terrifiante possible que certaines portes, une fois fermées pour de bonnes raisons que la prudence des générations précédentes a jugé nécessaire, il est préférable de les garder exactement ainsi, scellées pour toujours, sans que la curiosité des générations futures n'ose jamais vérifier personnellement ce qui se cache exactement derrière elles, attendant avec une patience qui semble n'avoir aucune limite temporelle, le moment où quelqu'un commettra enfin l'erreur de les ouvrir à nouveau. Si vous connaissez une histoire que vos grands-parents ou des membres de votre famille ont vécue à la campagne, racontez-la dans les commentaires. Elle pourrait apparaître dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce récit, abonnez-vous et accompagnez-moi dans le prochain voyage à travers les mystères que le temps n'a pas encore réussi à effacer. À la prochaine et rappelez-vous, tout ce qui habite la campagne ne peut pas être vu à la lumière du